Les choses se précisent davantage quelques semaines après la promulgation de la nouvelle constitution au Togo. Faure Gnassingbé, président de la République, ne le sera plus dans la 5e République. Le chef de l'État sera bientôt le premier président du Conseil des ministres, conformément à la Constitution. L'information est portée à la connaissance des Togolais par le ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara, au cours d'un entretien télévisé le lundi. Le président du parti uni, tout le monde le connaît, c'est Faure Issozimna Gnassingbé. Donc le président... Faure Issozimna Gnassingbé est désigné pour être président du Conseil. Ensuite, l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle en vue de la prestation de serment du président du Conseil. Ce n'est pas une question de son désir, c'est ce que la Constitution dit. Voilà. Il va déférer, il va respecter ce que la Constitution dit. En effet, selon l'article 50 de la nouvelle Constitution, le président du Conseil des ministres devient le chef du gouvernement et préside les réunions ministérielles. Cette même Constitution stipule en son article 47 que le poste du président du Conseil des ministres doit être occupé par le chef du parti ou de la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Actuellement, Faure Gnassingbé est le président du parti UNIR, majoritaire à l'Assemblée nationale avec 108 députés sur les 113. Pour rappel, le prochain président de la République sera élu par le Parlement au cours d'un congrès. Le groupe de la Banque mondiale, dans le cadre de son partenariat avec le Togo, a approuvé un soutien financier de 600 millions de dollars au pays. Cette somme entérinée par le dit groupe a pour but la participation à la mise en place de plusieurs projets, dont 3 qui ont pour budget une somme de plus de 290 millions de dollars. Le premier projet est le développement inclusif par l'accès à l'électricité qui aura un coût de 200 millions de dollars. Le second projet est le renforcement du secteur public avec un budget de plus de 70 millions de dollars. Le troisième, qui a pour budget 23 millions de dollars, est un financement au projet de cohésion sociale des régions du Nord du Golfe de Guinée. Notons que ces 3 projets ont respectivement pour but d'améliorer l'accès à l'électricité dans les zones rurales, d'améliorer la gestion des ressources humaines, l'amélioration des finances publiques, la modernisation de l'administration publique et enfin de soutenir les réfugiés et communautés hôtes dans le nord du Togo. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a procédé à l'évaluation des inondations qui ont suivi la pluie du 25 mai dernier. Selon les constats du ministre et de son équipe technique, le Grand Lomé a été touché par ces inondations. Cependant, les communes du Golfe 5, du Golfe 7 et d'Agogne 4 sont celles qui ont enregistré d'énormes dégâts matériels. Il a aussi relevé que ces inondations ont fait plus de peur que de mal. Aucune vie n'est à déplorer, de même qu'aucun blessé n'est à signaler. À part les zones inondables qui ont reçu plus d'eau qu'elles n'en peuvent contenir, plusieurs bassins de rétention d'eau ont largement débordé. Il s'agit de ceux de Deux-Lions, de Léo 2000, de Ségbé, du lieu dit Le Caméléon, ceux de la pharmacie Gbézé et du 13 janvier. Des écoles à Agoué, Avatame, Wougomé, Yokwe et 13 janvier ont été aussi inondées. Pour l'heure, le ministre a mis en branle le système de pompage d'eau pour évacuer les zones encore sous l'eau. Quant aux circulations perturbées par ces inondations, la direction des services routiers est instruite pour réguler la circulation. Une coordination avec les mairies est mise en place avec les services techniques pour la remontée des informations et la poursuite de la surveillance. La récente campagne cotonnière au Togo a été couronnée de succès, en particulier dans la région des plateaux sud, dans la Maritime, le Moyen Mono et le Haro. Avec une récolte de 15 880 tonnes de coton-graines, la région a établi un record national, enregistrant une augmentation de 143% par rapport à l'année précédente, où seulement 6 547 tonnes avaient été récoltées. Le succès de cette campagne est attribué à une coordination efficace entre les cotonculteurs, les GPC, groupements de producteurs de coton, le ministère de l'Agriculture et les partenaires de la filière,
avec pour objectif commun de porter la production nationale à 225 000 tonnes d'ici 2025. Pour consolider cette tendance positive, la NSCT, Nouvelle Société Cotonnière du Togo, encourage les agriculteurs à accroître les superficies cultivées pour les prochaines campagnes. Pour la campagne à venir, les acteurs visent une production d'1 tonne par hectare. Pour y parvenir, ils comptent capitaliser sur les succès de la dernière campagne, notamment la bonne pluviométrie et l'efficacité de la lutte contre les ravageurs, tout en travaillant à résoudre les défis persistants tels que la disponibilité en temps voulu des produits de traitement et des intrants agricoles. Malgré ces progrès, des défis subsistent, notamment les aléas climatiques et l'infertilité des sols. Cependant, avec une production cotonnière nationale atteignant 70 000 tonnes pour la campagne 2023-2024, soit une augmentation de 50% par rapport à la campagne précédente, le secteur affiche une dynamique positive après 2 années de performances mitigées. C'est sur ce ton ludique en langue locale qu'a été lancée la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus au Nigeria. Depuis le mois d'octobre dernier, les autorités ont mis en place cette campagne de routine qui s'étend désormais sur la majorité des États du pays. Dans l'État d'Oyo, au sud-ouest, des agents de santé sensibilisent sur le vaccin dans les hameaux les plus reculés. Ce vaccin est sûr et n'a aucun effet négatif sur les filles. Certains croient qu'on veut réduire la fertilité des filles, mais nous avons informé les parents que le vaccin ne fait que prévenir le cancer du col de l'utérus. Le dernier recensement en 2020 révélait 12 000 nouveaux cas et 8 000 décès du cancer du col de l'utérus au Nigeria, l'une des principales causes de mortalité féminine dans ce pays. Dans ce bidonville à Lenasia, en bordure de Soweto, des centaines de Sud-Africains pauvres vivent dans ces habitations de fortune. Sibongile est coiffeuse, maman de 5 enfants, elle a postulé pour un logement social il y a 12 ans. Elle attend toujours d'être relogée. Ils nous avaient promis qu'on aurait une maison rapidement, car j'ai un fils handicapé. Beaucoup de gens ont postulé ici, mais personne n'a eu de maison. Pourquoi irais-je voter alors que je n'obtiens pas les choses pour lesquelles j'ai voté ? Selon le dernier recensement, 1 400 000 foyers vivent toujours dans des cabanes 30 ans après la fin de l'apartheid. Certains attendent depuis 20 ans d'obtenir un logement décent. Cette voisine en a assez. Cette situation ne me convient pas du tout. J'habite dans une cabane depuis tellement de temps. C'est trop long. Même mes enfants ont des enfants maintenant. Pourtant, c'est une ambitieuse politique de construction de logements que le gouvernement a entrepris depuis 1994 et qui a permis à plus de 3 millions de foyers pauvres d'obtenir un terrain et une habitation. Mais la demande ne cesse d'augmenter tandis que le programme a subi des ralentissements. Au début, beaucoup de maisons ont été construites très rapidement, mais au fil des années, le gouvernement a voulu améliorer le programme qui est devenu encore plus ambitieux. Mais cela a rendu les choses plus compliquées, plus chères et la production a ralenti ces 10-15 dernières années. Des scandales de corruption ont aussi émaillé le programme ainsi que des malfaçons. Sur ce terrain excentré, des habitations ont été construites pour les vétérans, mais 6 mois après avoir emménagé, ils se plaignent de travaux bâclés et laissés inachevés. Il n'y a rien qui marche. Nous vivons seuls ici. La nuit, il fait tellement sombre, on ne peut pas sortir. Les toilettes ne fonctionnent pas, les fenêtres ne ferment qu'avec des fils de fer. À la nuit tombée, le lotissement plonge dans l'obscurité. L'électricité n'a pas encore été installée. Certaines maisons subissent déjà des dégâts des eaux. Ici, vous voyez, il n'y a pas de porte. Johannes a servi 37 ans dans l'armée. Il est très amer et fustige ce manque de reconnaissance. Ils s'en fichent de nous. Ils font toujours des promesses. Mais ce ne sont que des paroles. Ils ne sont intéressés qu'à faire de l'argent. Nous ne comptons pas. Ils nous laissent tomber comme ça. Parmi ces vétérans, certains voteront pourtant à nouveau pour l'ANC le 29 mai, car si le mécontentement des Sud-Africains pourrait faire perdre la majorité absolue au Parti de la Libération, les sondages lui prédisent tout de même au moins 40% d'intention de vote.
Déblayé sans relâche, 8 mois après les terribles inondations, Derna est déjà transformée. À l'époque, un quart de la ville avait été dévasté. À la suite d'une tempête, 2 barrages avaient cédé, emportant une partie de la ville, causant des milliers de morts et de disparus. Aujourd'hui, la reconstruction avance, mais la catastrophe est loin d'être oubliée. Les gens souffrent toujours de l'impact de la perte de leur maison, de leur propriété et de leurs emplois. Après avoir déterminé le montant du paiement des dommages, les gens n'ont reçu aucune compensation matérielle. Au-delà des conséquences matérielles, à Derna, de nombreuses victimes des inondations souffrent de séquelles psychologiques liées à la perte soudaine de leurs proches. Certains ont perdu leur père et leur mère, ou leurs frères et sœurs. Il y a même des personnes qui ont perdu la raison et sont devenues folles. Il y a des gens que nous ne pouvons plus reconnaître. Ils marchent et parlent d'une manière qui ne nous est pas familière. Du ciel, certains quartiers de Derna ressemblent à des fourmilières. Des milliers d'ouvriers participent au chantier pour reconstruire la ville de 90 000 habitants, sur des routes souvent endommagées. Il y a beaucoup de bulldozers et de camions. Ils travaillent jour et nuit. Mais il y a tellement à faire. Derna n'est pas une petite ville. Et elle a été ravagée par la catastrophe. Je vis à Derna depuis 70 ans. Et c'est du jamais vu. Selon des estimations des Nations Unies, plus de 35 000 Libyens ont été déplacés à la suite de la tempête Daniel le 14 septembre 2023. En Somalie, près de 37 000 élèves sont privés d'école en raison des inondations qui empêchent l'accès aux établissements, selon les responsables de l'éducation nationale. La région de Iran, au centre du pays, a été frappée par des pluies torrentielles. Les établissements scolaires se retrouvent submergés par les eaux, rendant les cours impossibles. Les parents d'élèves s'inquiètent de l'impact de ces perturbations sur les résultats scolaires de leurs enfants à l'approche des examens nationaux. Inquiétude partagée par les enseignants locaux qui craignent les conséquences d'un arrêt prolongé des cours sur l'éducation à long terme. L'an dernier, de pareilles inondations avaient poussé les autorités somaliennes à organiser des examens spéciaux en zone sinistrée. Ces bâtiments vétustes sont des résidences de l'université d'Antananarivo. Maher, étudiant en sociologie, fait partie des privilégiés à avoir obtenu un de ces logements. Mais privé d'eau courante, il est contraint de remplir un bidon au niveau d'une citerne tous les jours et de vivre dans des conditions sommaires. Comme la majorité des jeunes malgaches, il ne fait plus confiance aux dirigeants. Aller voter le 29 mai prochain pour élire les futurs 151 députés ne fait pas partie de ses préoccupations. Ouais, ça ne me donne pas envie. Tellement, ils sont tous les mêmes en fait. Par exemple, on a des problèmes d'eau ici. On n'a pas d'eau. Et ils nous ont promis que voilà, ils vont réparer en fait l'eau. Et jusqu'à présent, il n'y a rien. Il faut que voilà, transporter de l'eau avec des camions. Le ras-le-bol est tel que des heurts ont éclaté entre étudiants et forces de l'ordre ce mois-ci. Les jeunes réclament toujours le paiement d'arriérés de leur bourse d'études. Nous, étudiants de l'université d'Antananarivo, ne sommes pas d'accord avec la proposition du gouvernement de ne payer que 3 mois de bourse. Nous exigeons une bourse d'études de 5 mois, plus la bourse pour nos équipements. Nous avons déjà discuté avec les responsables, mais personne ne nous écoute. Maef, étudiant en sociologie, a décidé, lui, de s'impliquer dans la campagne électorale et de soutenir l'opposition. La raison pour laquelle on vient à l'université, c'est pour étudier. Il faut avoir un objectif quand on étudie ici, et pour moi, c'est pour servir le pays, la nation. C'est pour ça que je suis convaincu d'aller voter. Maef est une exception, car selon l'ONG Safid, seuls 0,3% des Malgaches inscrits sur les listes électorales ont 18 ans. Pourtant, les jeunes représentent la majorité de la population. Afin de les impliquer davantage, un programme financé par les États-Unis a été mis en place l'an dernier avec plusieurs ONG et associations sans grand succès. Chez les jeunes, je dirais que ce n'est pas par manque d'intérêt,
L'intérêt pour la chose politique, il y en a, et je pense que les différentes manifestations au niveau des universités en sont témoins. Mais c'est surtout le relais politique de cette aspiration de la jeunesse qui n'existe pas aujourd'hui. En attendant d'avoir une adhésion plus large, l'atout séduction des candidats pour attirer les jeunes, organiser des rassemblements avec les plus grandes stars de la chanson. C'est dans cet hôpital de campagne du Corps médical international de Rafah que les blessés d'une frappe israélienne sur la bande de Gaza ont été transportés. Dimanche, au moins 45 personnes ont été tuées dans le camp de déplacés de Barkassat, où étaient réfugiés les Palestiniens qui ont fui leur domicile pour échapper au bombardement. Lorsque la frappe israélienne a eu lieu, j'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à la promesse que je leur avais faite de leur acheter des choses aujourd'hui. Je leur avais promis d'aller au supermarché, de faire des courses et de les serrer dans mes bras. Mais malheureusement, je suis ici et ils sont dans un autre endroit. Parmi les morts figurent au moins 12 femmes, 8 enfants et 3 personnes âgées. Dans cette ville meurtrie, les corps brûlés des victimes témoignent de l'atrocité de ces attaques. J'ai vu le cadavre d'un père qui tenait son enfant, âgé d'environ 3 ans. Ils étaient brûlés et carbonisés. Nous ne pouvions pas les séparer. Nous avons donc dû les mettre tous les deux dans un sac mortuaire. C'était très difficile. Alors que les bombardements se multiplient, l'ONU demande une enquête complète et transparente aux autorités israéliennes. Son conseil de sécurité s'est réuni en urgence pour discuter de la situation à Rafah.